Elisabeth Guigou, bonjour. Je rappelle que vous êtes députée socialiste de Seine-Saint-Denis. Je rappelle aussi que vous êtes vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Alors on va parler bien sûr de la crise financière qui secoue le monde entier en ce moment. Mais je voudrais m'adresser à l'ancienne garde des Sceaux. J'aimerais avoir votre coup d'œil sur ce qui s'est passé dans cette prison de l'Isère. Parce qu'on a l'impression que c'est un scandale endémique, nos prisons. Alors j'imagine qu'en période d'austérité, ces choses-là ne s'arrangent pas. C'est un scandale endémique, c'est vrai, mais qui est considérablement aggravé par la surpopulation. À Vars, maison d'arrêt où un détenu a été tué dans la cour de promenade, il y a 300 détenus pour 200 places. Alors, ça complique tout. Et quand on a ce type de problème, on accorde moins d'attention évidemment à la sécurisation des abords. Bon, donc je trouve que là, pourquoi est-ce qu'un homme qui a été condamné à 8 ans de prison se retrouve dans une maison d'arrêt? Normalement, dans une maison d'arrêt, il y a les prévenus, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas encore jugés, et les très courtes peines. Pourquoi n'est-il pas dans un centre de détention? Il n'est pas dans un centre de détention parce que c'est dans un centre de détention qui est beaucoup plus sécurisé, où il aurait été impensable d'avoir une cour de promenade aussi démunie de sécurité. Dans un centre de détention, on fait attention à ne pas mettre de la surpopulation, justement parce que les gens sont condamnés à des longues peines. Donc c'est toutes ces questions qu'il faut poser, et je pense que nous avons une situation des prisons qui est indigne d'un pays comme le nôtre. On se dit le pays des droits de l'homme, la déclaration des droits de l'homme peut-être, mais l'effectivité des droits de l'homme... Sur ce plan-là, en tout cas, j'en doute. Alors, on traverse une crise financière, la planète entière manifestement, qui semble assez dévastatrice, même si on nous dit que le système bancaire français tient bon. On imagine, et on le voit déjà, que le budget 2009 va pâtir de tout ça. Est-ce que c'est pas facile de gouverner un pays, que ce soit la France ou un autre pays, quand les choses vont mal à ce niveau-là ? C'est vrai, mais la France ce serait beaucoup moins inquiétant si notre pays n'avait pas été si fragilisé par la politique économique qui est menée depuis 2 ans, parce que nous sommes maintenant au fond de la classe européenne, pour tout. Les déficits ont atteint des sommes colossales. Pour contenir le déficit de la sécurité sociale à 9 milliards d'euros, quand même, il faut voir ce que c'est en francs. Multiplié par 6,5, on est obligé de prendre des mesures qui, une fois de plus, vont peser sur les plus fragiles. Je rappelle que si on laisse faire, on va avoir 15 milliards d'euros de déficit de la sécurité sociale. Alors on prend des mesures, par exemple, on va encore taxer les mutuelles. Or, il y a déjà 5 millions de Français qui n'ont pas de mutuelle, qui ne sont pas couverts par la CMU et qui ne sont pas couverts par les mutuelles. Donc ça, si vous voulez, ce sont des détresses que je vois tous les jours en Seine-Saint-Denis, tous les jours, où des gens sont complètement désemparés de ne pas pouvoir joindre les deux bouts, c'est-à-dire renoncent à se soigner pour des raisons financières. Donc si vous voulez, on a les déficits de la Sécu, le déficit du commerce extérieur, 50 milliards d'euros, du jamais vu. Le déficit du budget de l'État, 50 milliards d'euros pareil. Donc on aborde, malheureusement, on subit cette crise internationale dans les pires conditions. Et ça... c'était évitable. Donc il ne faut pas mettre sur le dos de la crise financière l'ensemble de la responsabilité de la dégradation de la situation économique et sociale en France. On a pourtant un président de la République très actif, Elisabeth Guigou, ce matin. Il reçoit les banquiers, il reçoit les assureurs. Oui. Ça, il bouge beaucoup, c'est vrai. Mais moi j'observe, si vous voulez, que j'observe l'écart entre terrible, le fossé entre les mots et les actes. Le discours de Washington, très bien, un nouveau Bretton Woods, mais qu'est-ce qui empêchait le président de la République qui préside l'Union européenne depuis le mois de juillet? Qu'est-ce qui l'empêchait de convoquer un Conseil européen spécial pour que l'Europe parle d'une seule voix dans cette crise et pour envisager ce que nous avons à faire lorsque malheureusement on voit des établissements européens prêts à se casser la figure. Donc si vous voulez, là il y a tout d'un coup un silence qui me paraît très préoccupant, parce que si il y a, ce que je souhaite, des grandes réunions internationales, un G8, qu'on confie au Fonds monétaire international le soin, après avoir éteint l'incendie, de trouver des solutions durables à cette crise, car il va falloir poser le problème de la réglementation, de la limitation des prises de risque. On n'entend pas beaucoup M. Strauss-Kahn d'ailleurs. Non, je trouve qu'on l'entend, c'est vrai, et en même temps, je trouve que nous pourrions entendre davantage le président du Conseil européen en tant que président du Conseil européen. J'ajoute qu'on nous prépare un budget, alors ça sur le plan français, qui va encore aggraver
la crise et qui marque ce fossé entre les mots et les actes. Par exemple, on dit il faut évidemment qu'on arrive à amortir les chocs, mais dans le même temps, on diminue le budget de l'emploi de 5%. C'est-à-dire qu'on détruit des emplois aidés. On a détruit 100 000 emplois aidés. Or, ces emplois aidés, ils sont nécessaires pour les titulaires du revenu de solidarité active qu'on est en train de voter à l'Assemblée nationale. Comment voulez-vous que le RSA entre effectivement en application s'il n'y a pas d'emploi en face? On a besoin de ces emplois de transition. Je vous cite un autre exemple, le logement social en Seine-Saint-Denis. Il y a des manques cruels. Vous avez 10 demandes pour un logement. On dit qu'il faut en faire plus. Et on diminue de 5% les crédits au logement. Alors, il y a toujours deux lectures possibles aux choses, hein, vous le savez, vous connaissez bien la politique, et je voudrais qu'on parle un petit peu de ce qui se passe dans votre département, justement à propos de la réforme de la DSU. C'est la dotation de solidarité urbaine, donc vous estimez que c'est une catastrophe. Le gouvernement dit, non, il faut concentrer les efforts, c'est la formule, en direction des communes les plus pauvres. Ça, c'est ce que dit le ministre de l'Intérieur. Comment c'est vécu en Seine-Saint-Denis, enfin pour vous, pour les élus? Mais il y a une inquiétude terrible, parce que on va nous remplacer la DSU par une dotation forfaitaire qui n'ira pas, d'ailleurs, à toutes les communes. En même temps qu'on a écrêté la taxe professionnelle, qu'on va diminuer la TVA, tout ça, pour des communes que je connais bien, qui sont déjà des communes pauvres. Vous savez ce qu'est le revenu moyen dans une ville comme Noisy-le-Sec? 8 000 € par an. Voilà ce que c'est que le revenu moyen des habitants. Et donc, ce sont des communes pauvres dans un département pauvre, et on ne fait que diminuer les ressources tout en augmentant les charges du département, des villes. C'est une politique terrible. Ça ne va faire qu'accroître les inégalités. Nous ne savons plus comment boucler les budgets communaux. Diminution des ressources, augmentation des charges sur les collectivités locales. Quand on pense que les collectivités locales font 75% des investissements publics, même pour les régions, si vous voulez, c'est une politique terrible. Alors, moi, je constate ça. Je pense que nous avons, depuis 2 ans, et même depuis davantage, une politique qui enfonce notre pays, qui fragilise notre pays. Nous sommes au dernier rang de la classe européenne, pour tout, y compris pour l'emploi d'ailleurs, hein, depuis même quand ça allait mieux. Nous étions au dernier rang, qui creuse les inégalités d'une façon qu'on n'a jamais connue. Et je redoute évidemment et je crains que cette crise soit encore plus dure pour ceux qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Alors on va essayer de pas trop se déprimer, Elisabeth Guigou. Est-ce que vous étiez invitée au Zénith samedi soir? Non. Non, j'ai reçu un SMS. C'est sympa un SMS. Non, mais je fais référence bien sûr donc à ce One Woman Show voilà. De Ségolène Royal. Vous en avez pensé quoi? Parce que sur le plan du style, c'est vrai que toute la presse remarque ça, mais c'était intéressant. Écoutez, d'abord j'ai pas regardé. Je n'ai vu donc que les commentaires de la presse écrite et puis quelques images furtives à la télévision. C'est de la communication. Voilà, est-ce que c'est réussi? Chacun jugera. Voilà. Vous avez un sourire ironique. Mais non, mais parce que chacun peut avoir un jugement sur cette forme-là de communication politique. Ce que je trouve, c'est que si la communication politique se résumait dans l'avenir à être centrée simplement sur une personne, je trouve que ça deviendrait assez grave. Je pense que la politique, c'est un effort quand même pour faire de réflexion, si vous voulez. Je pense qu'il faut que les citoyens soient à même de juger par eux-mêmes. Voilà, donc c'est tout. C'est très. Mais après tout, chacun fait comme il sent. Et puis je pense que les citoyens sont assez grands pour se faire leur propre jugement. Plus profondément, pensez-vous que Ségolène Royal, peut modifier quelque chose au sein du Parti socialiste? Je pense à une scission d'ailleurs. Oh, je ne crois pas du tout à une scission, mais je pense que je crois, si vous voulez, que pour diriger le Parti socialiste, et c'est pour ça que moi je fais un autre choix. Je pense qu'il faut d'abord l'aimer, pas vouloir le marginaliser déjà. Ça manque pas d'amour du côté de Ségolène Royal. Ensuite, je pense qu'il faut bien le connaître de l'intérieur et qu'il faut avoir
participé de façon continue depuis longtemps à ces débats. Donc voilà, moi je pense que c'est Bertrand Delanoë qui rassemble le mieux ces qualités-là, donc je fais ce choix, mais je me garde bien, si vous voulez, de dénigrer les autres, parce que je pense que chacun a quelque chose à apporter, et que je pense qu'au final, de toute façon, il va falloir l'unité. C'est pour ça que j'ai pas envie, si vous voulez, de faire des commentaires comme ça, ou d'alimenter la chronique des petites phrases négatives sur les uns et les autres. Eh bien, ça vous honore. Je vous remercie, Elisabeth Guigou.